Bonsoir à tous et merci d'être là et d'être présents à ce ciné-club sur les essais cliniques de l'AFA. Alors, en présence du professeur Yoram Bounic et bientôt, j'espère, d'Éric Balès qui est en train de se connecter. Il a des petits problèmes de connexion. Bien entendu, je suis ravie également de voir que vous êtes aussi nombreux à vous connecter au sujet des essais cliniques parce que c'est un sujet qui finalement est un sujet qui est d'abord hautement actuel. À l'heure actuelle, on parle beaucoup des essais cliniques en réalité. Et puis, vous dire aussi que ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez participer. Et donc, pour cela, maintenant, je crois que vous êtes un tout petit peu habitués quand même je pense que vous êtes un tout petit peu habitués à nos présentations et à ce qu'il faut faire. Vous avez la possibilité pour nos participants qui seront avec nous ce soir de poser une question. Et vous voyez que sur votre droite, vous avez l'onglet questions qui est possible. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions. Et puis, si vous souhaitez voter pour une question qui a déjà été posée, vous pouvez le faire également. Vous pouvez aussi également discuter dans le chat. Autre chose qui me semble intéressant, c'est de pouvoir éventuellement répondre à des sondages. Et vous connaissez maintenant également l'onglet sondages. Et justement, nous aimerions d'ores et déjà pouvoir vous sonder, et notamment vous sonder sur le fait que peut-être vous avez un jour participé à un essai clinique. Donc, si vous avez participé à un essai clinique ou si vous n'avez pas participé à un essai clinique, eh bien, répondez au sondage. Ce sondage qui s'affiche déjà, d'ores et déjà dans votre onglet à gauche. Alors, on regardera les résultats un tout petit peu plus tard, mais donc, en attendant, je voudrais que vous présentez nos invités. Donc, le professeur Yoram Bounic, qui est gastro-entérologue au CHU de Beaujon, merci d'être là. Et puis, Éric Balès, qui est donc patient expert, mais qui est le vice-président de l'AFA, qui a eu l'initiative de ce film sur les essais cliniques que j'espère que vous avez vu sur notre web TV, à l'initiative de ce film sur les essais cliniques et qui pour lui était une nécessité et il va nous dire pourquoi c'était une nécessité. Alors là, vous êtes en train de répondre. On va attendre un petit peu que vous puissiez continuer à répondre sur les essais cliniques. Mais d'ores et déjà, ce qu'on voit, c'est que une grande majorité n'a pas encore participé à un essai clinique. Et donc, du coup, c'est intéressant qu'on puisse vous informer un petit peu sur ce que c'est. Éric, quand vous avez pris la décision de réaliser ce film avec Gauthier Isambert, qui est en fait le réalisateur du film, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film de 50 minutes sur un sujet aussi pointu, on va dire, que les essais cliniques? Alors, c'est vrai, bonsoir à tous. Donc, c'est vrai que les essais cliniques, il faut savoir que moi, je ne savais pas ce que c'était avant donc, de rentrer à l'association Conso aux Petits. Et puis, c'est le fait de côtoyer donc, le professeur Ebuterne, où j'organisais des conférences avec lui. J'ai découvert sa petite unité de recherche clinique. Et c'est vrai que ça m'a intéressé. Et puis, comme c'était le début donc, de la création de notre web TV, je me suis dit, tiens, ça peut être une thématique qui peut être intéressante, parce que moi, ne connaissant pas non plus comment vivait un patient, donc ses essais cliniques, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'on lui faisait en tout cas, j'ai demandé à Xavier qui m'a donc orienté vers une personne qui suivait un essai clinique, et c'est comme ça que j'ai créé la première petite vidéo sur donc, la web TV de l'AFA. Et puis, il faut savoir que 3-4 ans après, c'était quand même la vidéo la plus regardée. Donc, ça voulait dire quand même qu'il y avait un intérêt. Donc, oui, parce que, effectivement, on entend parler de cobayes, on entend parler de choses comme ça, mais c'est vrai que je ne savais pas en quoi consistait vraiment un essai clinique et comment ça se passait, les différentes phases et tout ce qui s'ensuit. Et puis, à partir de là, une fois que j'ai vu que la vidéo, en fait, avait bien marché, je me suis dit, la période où on organisait des formations avec l'association Tous Chercheurs, et c'est là où, en fait, on a eu l'idée de monter une formation de 2 jours pour vraiment informer les malades sur ce qu'était un essai clinique, comment s'organiser un essai clinique, visiter une unité de recherche clinique, aller chercher justement de l'information sur des tablettes justement où trouver les essais cliniques. Et puis c'est comme ça qu'est venue donc la réalisation de ce film.
Alors, notamment de l'expérience de ce que vous me disiez d'une patiente que vous aviez rencontrée à l'hôpital, en fait. Vous m'entendez? Oui. D'une patiente que vous aviez rencontrée à l'hôpital, c'est ça? Tout à fait. C'était une patiente que j'avais rencontrée à l'hôpital. Et pour finir donc l'histoire, c'est que j'ai revu cette personne. En fait, elle racontait. Alors, je suis désolé, là, j'ai changé d'ordinateur, donc je voulais vous passer justement la petite vidéo de la première, mais je ne l'ai pas récupérée. Mais en fait, c'était une jeune femme qui était sous essai clinique depuis 3 ans et qui en fait restait enfermée chez elle parce que ben voilà, elle avait plus de 20 selles par jour et donc elle essayait protocole sur protocole. Et je l'ai revue 4 ans après dans l'avion où je me déplaçais, avec une banane. Et en fait, ben, ça y est, elle avait trouvé en fait un essai clinique qui avait marché. Et puis, c'est là où je lui dis, ben, écoute, on est en train de monter une formation sur les essais cliniques. Et elle m'a dit, ben, moi, ça m'intéresse. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a aussi donc, recruté pour être parmi les patients donc, dans la formation et surtout pour témoigner de sa participation donc, aux essais cliniques. Alors, ce qu'on a vu, en fait, notamment dans ce film, mais aussi au moment de la formation des patients, c'est finalement qu'il y avait beaucoup de représentations et de croyances autour d'un essai clinique. Quelles étaient ces représentations, ces croyances des patients, en fait? Ben, moi, le premier, c'est vrai qu'on entend le mot cobaye, quoi. Donc, c'est la première chose, d'ailleurs, dans les interviews que je faisais, est-ce que vous vous sentez cobaye, quoi? Et c'est vrai que là, la réponse était impressionnante, hein. Il n'y a aucun, en fait, qui se prenait pour un cobaye. Et surtout, c'est qu'ils disaient tous, ben, on est super bien suivi, on est super bien bichonné, on peut appeler quand on a un problème, voilà, on est super bien suivi. Par contre, là où on avait par contre la réponse, c'était des proches. C'est-à-dire que là, c'est les proches qui vont dire, ben oui, mais là, tu sers de cobaye, tu devrais faire attention, parce que justement, ces proches ne sont pas informés. Et ça nous a appris aussi ce genre de choses-là dans ce film. Et c'est pour ça qu'aussi que le DVD, il existe sous forme de DVD. Et je sais que le professeur Butin, à un moment donné, donnait le DVD donc à la sortie où il avait proposé un essai clinique pour que justement ils puissent le voir ensemble avec leurs proches de manière à ce qu'ils soient aussi informés donc, de ces essais cliniques. Alors, on en parlera des proches tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est aussi une notion très très importante, hein, celle des proches. Alors justement, professeur Hugboudnik, bon, il y a effectivement le mot cobaye hein, qu'on entend quand même relativement partout chez les malades. D'abord, moi je voudrais quand même d'abord demander une chose. On dit essai thérapeutique, essai clinique, protocole, études cliniques. C'est quoi le bon mot en fait pour définir les essais cliniques? Alors, essai clinique est un terme générique, mais il y a différents types de recherche. Il y a la recherche observationnelle, il y a la recherche interventionnelle. Essai thérapeutique, généralement, c'est un médicament qu'on va évaluer, mais on fait notamment au GTED, par exemple, beaucoup d'essais stratégiques. C'est-à-dire, on peut proposer à des patients, non pas d'essayer un nouveau médicament, mais de voir s'il est possible d'arrêter un médicament. Et ce qui complète tout à fait. On a de nouveaux traitements et ça, en avoir de nouveaux, c'est toujours important parce qu'on a malheureusement toujours des patients en impasse thérapeutique. Mais savoir arrêter un traitement, par exemple, ou mieux l'utiliser peut faire partie d'un programme d'essai clinique stratégique. Donc finalement, bon, en quoi c'est important? C'est à la fois tester éventuellement un nouveau médicament, mais aussi éventuellement apprendre de nouvelles façons de traiter les gens, même avec des médicaments anciens, par exemple? C'est ça. On utilise parfois dans des essais des traitements anciens. C'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, mais c'est pour ça que je disais les essais de désescalade, c'est-à-dire parfois arrêter un traitement. Avant, on disait, quand j'apprenais, on disait dans les Mickey, un traitement un jour, un traitement toujours, mais je pense que c'est faux. Et beaucoup d'études, donc je disais notamment du GTED, où on était pionnier là-dedans, ont permis de ne pas prolonger indûment des traitements, notamment par immunosuppresseurs. D'accord. Yoram, il y a beaucoup de patients en fait qui nous disent finalement, quand on me propose un essai clinique, c'est vraiment parce que j'arrive à un stade ultime ou grave de la maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en partie vrai, mais c'est dommage qu'il en soit ainsi. Et par exemple, dans ma pratique, c'est souvent différent parce que participer pour un centre, avoir la possibilité de proposer plusieurs essais thérapeutiques aux patients, c'est permettre de trouver peut-être ce qu'il y a de mieux pour chacun.
effectivement, on a l'idée que lorsqu'on va participer à un essai thérapeutique, c'est lorsqu'on ne peut plus rien utiliser. Mais je crois que c'est complètement faux. Je crois qu'un essai thérapeutique, ça peut être avoir un médicament complètement innovant qui ne sera commercialisé peut-être que dans 5 ans, avec généralement des progrès qui viennent. C'est une prise en charge souvent avant-gardiste. Comme Eric le disait, quand on est dans un essai clinique, on est souvent cocooné, quoi, hein, parce qu'il y a un petit peu plus de visites. C'est un circuit bien particulier qu'on essaye d'ailleurs d'améliorer. Mais avoir un traitement, beaucoup de patients, et je l'avais vu dans le film, c'était un traitement ou la chirurgie. Parfois, la chirurgie, ça peut être une bonne solution. Mais il y a chirurgie et chirurgie, et ça ne se passe pas toujours bien. Et donc, ça, c'est un cas de figure. Et c'est celui qui est dans l'esprit des patients, et souvent à tort. Parce que quand on propose un essai clinique, ça peut être, on se dit, ben, s'il me propose quelque chose, c'est que rien ne marche de ce qui existe et que mon cas est très grave. Parfois, on a beaucoup d'essais cliniques où on propose une molécule en première ligne chez des patients. Bien sûr, après les traitements par 5-ASA ou autres, on peut proposer. Et en fait, je dis toujours qu'il faut avoir une longueur d'avance avec les essais cliniques plutôt qu'une longueur de retard. Parce que très souvent, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, quand on a été en échec de tous les traitements existants, eh ben, il y a très peu d'essais cliniques dans lesquels on peut participer. En effet, souvent, et ça c'est pour des raisons qu'on peut discuter, mais quand un sponsor investit plusieurs centaines de millions pour une molécule, il faudrait avoir les meilleurs patients candidats pour évaluer ça. Et on sait très bien que dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, eh ben, quand on a eu beaucoup d'échecs, ben, la probabilité d'en avoir à la nouvelle ligne est plus grande. Et donc, il limite le nombre, c'est-à-dire que pour certains essais, d'abord, soit il faut ne jamais avoir eu de traitement biologique, soit il faut être en échec d'un traitement, soit de 2 traitements, soit de 3 ou plus. Alors, les études qui acceptent des essais où on est en échec de 3 ou 4 lignes de traitement, on arrive vite à recruter les patients parce que ces études s'adressent à des patients en dernière ligne, entre guillemets. Mais proposer avant permet de dire aux patients, bah, si ça ne marche pas, on a toujours autre chose à vous proposer. Et c'est très, très important d'avoir ça à l'esprit, ce qui permet d'être avant-gardiste et de ne pas épuiser toutes les cartouches dont on dispose. Et ça s'avère souvent très utile. Parce qu'il faut savoir, on pourra en discuter, il y a différents types d'essais cliniques. Mais par exemple, si on prend ceux qui sont les plus fréquents actuellement, des essais de phase 3, c'est-à-dire des essais où on a déjà démontré on a trouvé la bonne dose et un bon profil de sécurité, de tolérance au traitement et on veut l'évaluer avant son enregistrement, et bien dans la majorité de ces études, le traitement, non seulement dans l'étude, on l'a pour généralement au moins 1 an, mais si on a répondu au traitement, et sans avoir besoin d'attendre une année, hein, souvent c'est au bout de 10 ou 12 ou 14 semaines, quand on a répondu au traitement, on a souvent la possibilité de l'avoir jusqu'à ce qu'il soit commercialisé. Et nous, je sais que pour avoir commencé vraiment fort, les essais ont pris une grande ampleur dans les années 2008-2010 dans les MICI. Et on a eu des patients qui recevaient un traitement en 2010-2012 qui n'était commercialisé qu'en 2018-2019. Et donc, ça permet vraiment d'avoir le traitement, de tenir jusqu'à ce qu'il soit commercialisé. Et pour certains patients, c'est sûr, c'est une chance qui a complètement modifié leur maladie. Oui. Alors justement, enfin, il y a quand même pas mal de questions, notamment des participants. D'abord, est-ce que tous les gastro-entérologues peuvent vous proposer un essai clinique? Ça, c'est la première chose. Et puis, quand vous dites, par exemple, j'ai une question que je trouve intéressante, quand on dit, alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça veut dire que le médecin doit anticiper avant finalement de proposer un essai clinique? Donc, d'abord, est-ce que tout le monde a accès aux essais cliniques? Comment on peut y accéder? Est-ce que tous les gastro-entérologues peuvent proposer des essais cliniques? Et secondement, finalement, à quel moment, en effet, dans le parcours, finalement, l'essai clinique peut venir de façon juste et précise pour le patient? Voilà, il y a au moins 12 questions là. Bah oui, mais j'ai compris l'esprit. Je crois avoir compris l'esprit. Est-ce que tout gastro-entérologue peut proposer un essai clinique? On voudrait dire oui, mais il faut savoir que les essais cliniques sont faits dans des centres.
parce que pour participer à un essai clinique, il faut avoir toute une infrastructure, il y a toute une législation, un aspect réglementaire. Les centres hospitaliers, en fait, vous voulez dire? Alors, centre hospitalier, il est tout à fait possible, concevable, qu'il y ait de la recherche clinique en secteur libéral. D'ailleurs, il y a une vraie réflexion qui est menée depuis quelques années et je pense que ça devrait se développer. Et ça serait vraiment très bien, ce qui permettrait au gastro-entérologue de continuer à suivre son patient et de ne pas le référer à un centre avec des liens qui se créent, toujours le problème de est-ce qu'on va se revoir ou pas. Donc, en général, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a un certain nombre d'essais cliniques par centre. J'ai vu la question, combien y a-t-il d'essais cliniques? Alors, combien il y en a, je ne suis pas capable de le dire en France, mais des essais sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales, il y en a des centaines dans le monde. Et souvent, les essais, en tout cas pour les nouveaux médicaments, sont des essais internationaux dans plusieurs pays. Mais je dirais que globalement, comme ça, il y a au moins 20 à 30 essais thérapeutiques de phase 2B ou de phase 3, c'est-à-dire à un stade avancé en France. À peu près autant, je dirais maintenant, pour la maladie de Crohn et pour la rectocolite hémorragique. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès à tous ces essais? Pour l'instant, on peut, bien sûr, parce qu'il existe une base, notamment une base américaine qui est clinicaltrial.gov. On pourrait donner l'adresse, mais c'est assez difficile de s'y retrouver parce qu'il faut rentrer des mots-clés. Et il y a tous les essais du monde et c'est assez compliqué. Quand on est un patient ou quand on est un gastro-entérologue et qu'on veut savoir quels sont les essais, pour l'instant, il n'y a pas, on réfléchit avec le GTED, mais également avec l'association François Aupetit, à une sorte de plateforme qui pourrait permettre à tout patient, soit seul, s'il connaît bien les caractéristiques de sa maladie, soit avec son médecin traitant, que ce soit le médecin de famille ou le gastro-entérologue référent, pouvoir, connaissant quelques caractéristiques de sa maladie, répondre à quelques questions simples et qui pourrait à ce moment-là dire, ben voilà, il y a peut-être il y a un certain nombre d'essais qui pourraient vous correspondre et auquel cas les mettre en relation avec un spécialiste pour la coordination des essais cliniques, connaissant un petit peu l'ensemble des essais référencés et avec un système de géolocalisation pouvoir adresser le patient dans un centre. Nous, on souhaiterait beaucoup que ça soit fait de concert avec le gastro-entérologue. Parce que l'idée, c'est de permettre à tout patient de pouvoir savoir ce à quoi il pourrait recourir. Donc, c'est quelque chose qui est en développement, qu'on espère vraiment mettre au point dans les mois à venir, dans tous les cas en 2021. Une sorte de plateforme, on a même trouvé le nom, Totem for Me pour Tomorrow Treatment for Me, mon traitement, enfin mieux choisir mon traitement. Mais on est en train de bien réfléchir sur tous les aspects techniques et aussi sur tous les aspects qui pourraient permettre une couverture, une prise en charge conjointe entre les médecins traitants des patients et les patients. Alors, bon… Donc, là, à ce moment-là, ça sera possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions, évidemment, puisque les gens qui ont regardé le film se sont quand même pas mal posé de questions. Eric, notamment, des questions qui sont évidemment bien, comment dire, bien légitimes sur, en effet, les contraintes des études. La décision, parce que d'abord, on va peut-être parler d'abord des contraintes et en effet, il y a quand même plusieurs problèmes. Le premier problème qui est quand on vous propose une molécule, alors peut-être c'est Yoram Bouni qui va me parler d'abord du placebo et ensuite on parlera des contraintes, mais quand on propose une molécule, on peut me la proposer contre placebo. Donc ça, c'est un premier point qui peut être un frein finalement dans l'étude, puisqu'on se dit, on n'accédera pas forcément au principe actif. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est finalement, je n'aurai pas forcément accès au traitement et quand est-ce que je saurai finalement que j'ai ce placebo. Et l'autre aspect qui est, et je termine juste pour que ensuite Eric puisse rebondir sur la question de la contrainte de l'essai, qui, même s'il y a une prise en charge qui est très importante et un peu gold standard de la prise en charge chez ces patients, comment on fait quand on habite loin, justement, en ruralité, quand on doit faire quand même une coloscopie à l'arrivée, etc. Et donc, finalement, quel type de quelle décision on doit prendre par rapport à ce type, finalement, d'études qui peuvent être quand même relativement contraignantes. Alors, Yoram, sur le placebo. Alors, le placebo, en fait,
c'est quelque chose qu'il y a dans la majorité, pas dans tous les essais, mais dans la majorité des essais. Le placebo, c'est un peu, je dis, comme le Canada Dry, c'est-à-dire ça a la couleur, ça a le goût du médicament, mais il n'y a pas de médicament dedans. Et quand il y a des études avec placebo, il faut savoir que généralement, ce sont des études en double aveugle. Double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il reçoit le principe actif ou le placebo, mais le médecin ne le sait pas non plus. Et ça, c'est pour diminuer toute la part de subjectivité qui vient dans l'évaluation d'un traitement. Mais le placebo, il faut bien avoir en tête que le placebo, généralement, c'est sur une certaine période et c'est, sauf chez les patients qui vont bien, c'est pas sur toute la période d'une étude. Qu'en plus de ça, il y a souvent une répartition traitement actif versus placebo qui n'est pas de 50-50, mais qui peut être de 75-25, 80-20, etc. Souvent, il y a plus de bras actifs que de bras placebo, des fois à des doses différentes. Et que quand on s'aggrave dans un essai clinique, ça se voit pratiquement aussi souvent, qu'on soit dans le groupe placebo ou avec un traitement qui ne marche pas, on peut sortir de l'étude. Et à tout moment, même si on ne s'aggrave pas dans un essai clinique, la loi protège vraiment les patients, on a le droit d'arrêter, de sortir immédiatement de l'essai clinique et d'avoir bien sûr le suivi avec son médecin qui reprend ou qui se poursuit. Donc le placebo, c'est pour avoir en fait une meilleure évaluation. Ça vient dans ce qu'on appelait la médecine basée sur les preuves, l'évidence-based médecine. Pour prouver qu'un traitement est actif, il faut le comparer à un comparateur. Alors, il y a une chose qui est importante à avoir à l'esprit, c'est que dans les MICI, par exemple, quand on va proposer à un patient de participer à un essai, s'il a plusieurs traitements, on va dire par exemple s'il a un anti-TNF et un immunosuppresseur, on va arrêter le traitement qu'on va considérer comme inactif, on va dire l'anti-TNF, mais on peut garder le traitement de fond sans avoir modifié la dose. On n'arrête pas tous les traitements, on arrête les traitements supposés non actifs. Tout à fait. Donc, il y avait une question justement, quelqu'un qui suit un traitement peut-il participer à un essai clinique? La réponse est oui, si par exemple on a un traitement de fond style Pentasa ou des choses comme ça, ou même de la cortisone. Tout à fait, tout à fait. Mais à ce moment-là, en fait, il y a souvent des principes pendant un certain temps que la dose de traitement reste stable pour ne pas interférer justement sur l'efficacité ou non du produit. Tout à fait. Et alors, il faut aussi juste souligner que finalement, à un certain moment de l'étude, les patients qui n'avaient pas forcément le principe actif peuvent avoir, au bout d'un certain temps, accès aussi en ouvert au principe actif. On est d'accord? Alors, très bien, tout à fait, tout à fait. En fait, dans les études, il y a deux phases. Pour un patient qui est en poussée, c'est-à-dire qui présente une poussée de sa maladie, donc les traitements ne sont pas efficaces, on va lui proposer, soit en avant-gardiste, alors qu'on n'a pas tout épuisé comme je le préconise, avec une longueur d'avance, on va proposer un nouveau traitement, soit en dernière phase. Et si, en général, donc cette période d'induction, elle dure entre 10 et 14 semaines au cours de la maladie de Crohn, 10 et 12 semaines plutôt rectocolite hémorragique, ça dépend des études. Bref, c'est un peu moins de 3 mois. Et pendant cette période, bien entendu, si le patient s'aggrave, ben, il sort de l'étude. Mais si il ne s'aggrave pas, mais qu'il n'est pas non plus amélioré, généralement, il y a une coloscopie qui est nécessaire pour une évaluation plus objective de la maladie. Si le patient n'est pas amélioré, dans la majorité des essais, il a à ce moment-là la possibilité de recevoir le traitement en plus en ouvert. En ouvert, qu'est-ce que ça veut dire, Yoram? C'est-à-dire, en ouvert, c'est-à-dire on lui donne le vrai traitement. Et c'est la seule possibilité d'accéder à un traitement, à un médicament qui n'est pas commercialisé. Si on n'a pas eu la chance de l'avoir d'emblée, eh bien, on peut l'avoir pour la deuxième phase de l'étude. Et si le patient va bien, s'il a reçu le traitement, il va bien, en fonction des études, au bout de 3 mois après la première évaluation, après ce qu'on appelle la période d'induction, c'est-à-dire induction de la rémission, obtenir la rémission, s'il va bien, alors il se peut qu'il soit re-randomisé ou alors il poursuit le traitement, ça dépend des études, mais il y a parfois, il faut le préciser, et à ce moment-là, c'est un traitement d'entretien qui dure généralement au moins 9 mois, ce qui fait des essais sur au moins 12 mois, quoi. Et si on a passé ça et qu'on a eu un traitement, qu'on est en rémission, après l'induction, qu'on se maintient en rémission pendant 12 mois, ce que je disais, dans la majorité des essais, en tout cas de phase 3, le traitement est proposé en ouvert, c'est-à-dire open label, souvent jusqu'à la commercialisation du produit.
Et on a des patients depuis des années qui ont des traitements qui ne sont toujours pas commercialisés. Donc ça peut être effectivement un levier, enfin, quelque chose qui peut arrêter un petit peu ou diminuer les craintes du placebo pour les patients. Alors, Eric… Le placebo, c'est vraiment un court laps de temps, en tout cas quand on va mal. Et parfois, dans les études, il faut savoir, hein, le taux de réponse au placebo n'est pas de 0%. Hein. Bien sûr. Des patients reçoivent un placebo et des fois, c'est 5, 10, 15, 20%. Et il y a des molécules auxquelles on croyait beaucoup qui n'ont pas démontré leur efficacité. Pourquoi? Parce que le placebo faisait bien. Et donc, c'est la différence d'efficacité entre les deux qui rentre en ligne de compte. Il y a peut-être des traitements actifs que les essais cliniques ne permettent pas de démontrer. À ce moment-là, le programme est en général abandonné. Alors, Eric, je voudrais quand même passer finalement à la perspective finalement des patients. Lorsqu'on leur propose un essai clinique, il y a quand même pas mal de contraintes qui sont liées à l'essai, que ce soit les examens, que ce soit les prélèvements, que ce soit la distance avec le centre. Hein. Donc, finalement, comment on prend une telle décision de se dire qu'à un moment donné, malgré les contraintes, on décide? Qu'est-ce qui nous permet de le décider? Je sais que dans le film, on voit que les proches ont une grande importance, par exemple, de décision familiale, parce que quelque part, ça peut aussi changer l'organisation de la famille et de l'organisation de tous les jours. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, Eric, sur cette information qu'on peut donner aux patients et la décision qu'on peut prendre? Alors, c'est vrai, quand on fait cette démarche-là, c'est vrai qu'on a déjà pas de traitement qui marche. Hein. Généralement, les malades, ce qu'ils ont envie, c'est que ça aille mieux. Donc, ils vont voir leur médecin, on va leur proposer ça. Donc, je pense qu'ils sont assez partants. Maintenant, effectivement, ils ont une semaine ou 15 jours, je ne me rappelle plus, mais pour réfléchir, pour donner donc leur accord. Donc là, ils vont retourner chez eux. Ils vont en parler, bien sûr, donc à leurs proches. Et puis, c'est là qu'il faut aussi informer les proches parce que ça fait peur aussi hein, que son fils, sa fille, son frère se mettent dans un essai clinique alors qu'on ne sait pas ce que c'est parce qu'on entend le mot cobaye, mais c'est sûr que la terminologie, pour moi, est importante parce que je vous vois parler des fois de traitement en essai clinique. Non, c'est un essai clinique, ce n'est pas encore un traitement. Et ça, c'est important parce que, oui, par exemple, là, la jeune femme justement dont je parlais, finalement, elle disait, mais finalement, j'allais prendre mon traitement. Non, parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Et justement, elle, le malheur, c'est que le produit, ça marchait hyper bien sur elle, mais le produit n'a pas été validé, donc il s'est arrêté. Et c'est pour ça qu'il faut quand même que la terminologie soit bonne, c'est-à-dire c'est un essai, et effectivement, oui, ça peut s'arrêter. Donc, et puis revenir peut-être dessus, parce qu'effectivement, il y a, mais par contre, on sait qu'il y a d'autres protocoles, et en plus, elle a enchaîné, hein, parce qu'on sait qu'on passe d'année en année sur des protocoles différents, et puis il y a une évolution, et puis là, elle a trouvé un autre protocole, et tout va bien. Mais voilà, il faut quand même avoir une bonne terminologie donc là-dessus. Et puis surtout, je pense aussi ce qu'il y a à faire, c'est qu'on contacte les associations de malades quand on va construire en fait un protocole d'essai clinique. Toujours pareil, hein, moi je me bats sur le parcours de soins pour tout ça, mais il faut que le malade puisse dire aussi quels sont ses inconvénients pour lui. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, qu'on ne fasse pas les interrogations pour lui. C'est-à-dire, là, on prend par exemple l'association où nous, on gère quand même pas mal de malades, on sait les interrogations, on sait les freins aussi donc de ces malades. Là, ça peut faciliter aussi justement donc l'acceptation en fait de ce protocole. Alors, merci. Je voudrais quand même vous dire que parmi notre assistance finalement et après notre sondage, eh bien, vous êtes très peu nombreux finalement à avoir participé à un essai clinique, hein, puisqu'il y a 15% d'entre vous seulement qui avaient participé à un essai clinique, donc ce qui est très peu. Et donc, c'est peut-être aussi probablement la raison pour laquelle vous êtes présents aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour vous informer davantage. Alors, je vous propose justement de publier un nouveau sondage. Attention, paf, il est publié. Est-ce que finalement, vous vous êtes déjà informé sur les essais cliniques en cours dans les MICI? Alors, j'imagine que comme vous n'avez pas forcément participé à un essai clinique, je peux supposer que vous vous êtes déjà informé. Alors, évidemment, puisque vous avez regardé le film, c'est un peu biaisé. Mais en dehors du film, bien évidemment, est-ce que vous êtes allé voir déjà sur Internet s'il y avait des études cliniques pour votre pathologie? Alors, vous disiez en fait que dans ces essais cliniques, ce qui était quand même intéressant, c'est qu'on chouchoutait un petit peu les malades. Alors, on chouchoutait, en même temps, on les chouchoute, mais en même temps, il y a quand même pas mal de prélèvements, de choses comme ça. Il y a beaucoup de visites. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu le gold standard de la prise en charge. Hein. C'est ce que tu disais, Eric. Et les malades témoignent de ça, en fait, du rapport un peu
privilégié avec l'équipe? Ah, moi, ça m'a impressionné, hein. Ça a été flagrant sur tous les témoignages de malades. C'était ça. Et puis même d'ailleurs, les équipes disent que même après l'essai clinique, voilà, les malades les appellent encore. Voilà, il y a vraiment un lien qui se crée aussi, en tout cas avec ces équipes. Et puis, je pense que c'est rassurant parce qu'effectivement, quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on peut avoir la réponse de suite, on sait que maintenant, de toute façon, le malade, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va chercher la réponse pour l'avoir au plus vite parce qu'effectivement, c'est du stress. Donc, généralement, bien sûr, ça va arriver le vendredi soir. Ça veut dire samedi, dimanche, on ne va pas pouvoir contacter. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on dit chouchouter, parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un à disposition, on va dire. Est-ce que c'est vrai ça, Yoram Bouni, que vous confirmez que les patients qui sont dans les essais cliniques sont des patients qu'on chouchoute en termes de prise en charge? J'aimerais pouvoir le confirmer, mais j'avais envie de dire à Eric que son expérience, je crois, elle est dans la ville de Nice, dans le centre de Xavier Buterne, Jérôme Philippi, et je pense qu'il est assez exceptionnel. L'objectif est que tous les centres soient à ce niveau. Je ne sais pas si c'est atteint, mais on essaye en tout cas. C'est assez difficile. Alors attention, quand on a fait le film, il n'y avait pas que Nice, donc ça venait. Ouais. Ah oui, il y avait Marseille aussi. Ouais. Non, mais même il y en a qui venaient, je dirais, même de Paris. C'est vraiment une formation qui était ouverte à tous. Non, c'est vrai. Le principe, en fait, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais quand un patient accepte de participer à un essai clinique, d'abord, en fait, il faut bien comprendre. Quand le médecin voit un patient et il se dit, ça pourrait être une chance pour le patient. Donc, on va parler de l'essai clinique. On va demander d'abord de signer le consentement, puisque ça, c'est la loi qui nous oblige pour montrer que c'est pas que tout est parfaitement réglementé. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire il faut tester le patient pour voir s'il remplit toutes les conditions pour pouvoir être éligible. Et ça, j'appelle ça un peu le parcours du combattant. Et globalement, il faut savoir qu'un patient qui accepte de participer, quand un patient accepte de participer à un essai, il doit passer une batterie d'examens, on l'a dit, souvent une coloscopie, des fois juste une rectosigmoïdoscopie, quand c'est une rectocuvite hémorragique, c'est un peu plus simple, une batterie d'examens sanguins, des examens de sel. Et à l'issue de cette période qui peut durer 2 semaines, 3 semaines d'examens, qui se font sur un jour ou deux, mais il faut 2-3 semaines pour avoir les résultats, je dirais qu'à la louche, il y a presque un patient sur 2 qui n'est pas élu, donc c'est presque un parcours du combattant. Alors, quelque chose qui est très important dans le concept des essais cliniques, et ça aussi, c'est aux médecins que je le répète, il faut savoir penser à un essai clinique avant de donner un traitement, mais avant de faire des examens. Parce que si on voit un patient qui a une maladie, qui a déjà essayé tous les traitements, qui est en poussée, on lui fait une coloscopie. Et si on trouve effectivement qu'il y a beaucoup de lésions, mais qu'on n'a aucun traitement à proposer, malheureusement, il faut recommencer l'examen sous anesthésie après une préparation et tout. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut savoir anticiper. Donc, je reviens. Si on anticipe, le patient accepte de participer, on va dire qu'il est élu dans le sens où il peut participer à l'essai. Il va être à ce moment-là randomisé. C'est-à-dire qu'au hasard, il va recevoir le traitement à une certaine dose ou le placebo. Et pour pouvoir bien le suivre, souvent dans les essais, on vous demande de venir en visite et souvent à l'hôpital ou pour recevoir le traitement un peu plus souvent. Donc, il y a vraiment des liens qui se créent. C'est souvent toutes les 2 semaines, puis ensuite c'est tous les mois, puis ensuite c'est tous les 3 mois. Il y a des vrais liens qui se créent et effectivement, on connaît très vite le circuit et à ce moment-là, bien entendu, on est beaucoup plus considéré puisqu'on est un peu chez soi, quoi. Enfin, c'est ce que je vois pour l'ensemble des patients qui y participent. Maintenant, il faut savoir, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques contraintes. Il faut venir souvent, plus souvent que dans les soins classiques. Il faut préciser aussi que, bien entendu, les essais sont payés, tous les examens sont… Enfin, le patient ne paye pas pour tester une molécule, quoi. Alors, tout à fait. Alors, il faut quand même qu'on parle justement, alors là, on parle bien sûr de bénéficier d'une nouvelle molécule, mais il faut quand même savoir que les patients prennent aussi quelque part des risques, quelque part, puisque ce sont quand même des médicaments sur lesquels
on a quand même peu de recul, hein, c'est la raison pour laquelle on les teste. Là où en fait on a un tout petit peu plus de recul, c'est quand on est en phase 3, hein, c'est-à-dire quand on a déjà testé les médicaments sur un petit nombre de personnes. Mais bon, il faut quand même considérer aussi dans ces essais qu'on peut aussi prendre des risques sur les effets secondaires de ces traitements qu'on connaît peu, hein. Bien entendu, bien entendu. Et souvent, le premier réflexe des patients, c'est « Ah ben, si on ne le connaît pas, il y a peut-être beaucoup de risques. » Et j'ai envie de… Et ce n'est pas forcément toujours vrai parce que quand il y a eu les essais avec les anti-TNF au début, notamment avec l'infliximab, qui est vraiment le traitement qui a révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques intestinales, ben, les patients disaient « Ah oui, mais peut-être que… ça a des effets dévastateurs à moyen terme ou long terme, on ne savait pas et tout. » Et on s'est rendu compte parce qu'à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle, donc, après la phase 3, il y a pratiquement toujours ce qu'on appelle la phase 4. C'est-à-dire le traitement est reconnu, il est remboursé, il est pris en charge, il est prescrit. Mais il faut savoir qu'on passe de 500 à 1000 patients qui l'ont reçu à 10 000, 100 000. Donc, les effets secondaires rares, ils vont apparaître. Et c'est pour ça qu'on demande toujours d'avoir des registres pour mieux connaître les médicaments. Et ben, pour les premières années, les registres qui ont été faits, et ben, on comparait la toxicité, le risque d'effets secondaires des médicaments qu'on utilisait, qu'on connaissait depuis 30 ans. C'était les corticoïdes, c'était les immunosuppresseurs. On les connaissait, mais en fait, on connaissait moins bien leurs risques. Et il s'est avéré souvent que les nouveaux traitements pouvaient avoir moins de risques que les anciens. Et ça, on s'en est vraiment, vraiment rendu compte. Donc, c'est à double tranchant de dire parce que c'est nouveau, c'est peut-être plus risqué. C'est pas forcément vrai. Maintenant, on a un recul de 20 ans, on va dire, sur les anti-TNF. Les risques qu'on avait vus au début, on ne les a pas vus augmenter avec les années, donc c'est assez sûr. Et tous les autres médicaments qui apparaissent sur le marché, enfin, il y en a très peu qui sont retirés après leur commercialisation pour la survenue de risques. Pour ceux qu'il y a dans l'histoire des Mickey, les risques sont apparus avant, en cours d'études, et une phase 2 ne passe pas à une phase 3 si on pense que la balance entre le bénéfice et le risque n'est pas très favorable, quoi. D'accord. Ok. Alors, je voudrais juste rappeler en fait à nos participants que ce soir, on parle vraiment du film sur les sujets, autour des essais cliniques, mais on ne va pas spécifiquement parler de tous les essais cliniques à l'heure actuelle ou des traitements ultra prometteurs dans les Mickey, parce que c'était pas l'objet, si vous voulez. Ça donne envie en fait, hein, effectivement, d'en savoir un petit peu plus. Je rappelle qu'on a eu très récemment un très très beau topo de David Lahari au moment du salon des Mickey sur les nouveaux traitements et les essais cliniques et les essais cliniques en cours dans les Mickey sur certains traitements. Donc, je vous invite à voir le replay en fait de ces vidéos qui sont bien entendu sur la web TV de l'AFA. Alors, bon, je crois que ce qui est vraiment intéressant là aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a un certain nombre de personnes qui sont là en train de nous regarder, des participants, qu'on regarde le film, qui sont intéressés par le sujet, qui à 68% ne se sont pas encore vraiment informés sur les essais cliniques en cours. Ça veut dire qu'il y en a quand même 32% qui se sont informés. Et j'ai le sentiment que finalement, quand on parle mieux des essais cliniques, de ce que c'est, de ce que ça implique, on a plus finalement de personnes qui sont intéressées pour éventuellement y participer. Alors, on n'a pas fait de sondage là-dessus pour savoir si à la fin de cette émission, vous seriez plus intéressé par participer à un essai clinique, parce que ce n'est pas un exercice de promotion pour participer aux essais cliniques. En revanche, et ce qui nous intéresse et ce qui est important pour nous, et je pense que c'est intéressant pour Yoram et Eric, c'est finalement de savoir vraiment être informé sur les essais cliniques en cours dans les Mikisa. C'est pour nous, c'est l'objectif principal. En tout cas, à la fin, on souhaite réellement que les patients soient informés sur les essais cliniques et ensuite qu'ils prennent éventuellement la décision avec leur médecin, en effet, de pouvoir contacter un centre qui fait ce type d'essais cliniques. Alors, c'est quoi j'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus dans les quelques minutes qui nous restent de ce projet en fait Totem for Me, parce que c'est un projet qui est en cours et qui est important. C'est l'objectif finalement, c'est ça, hein, c'est d'abord d'être informé sur les essais cliniques, Eric.
Tout à fait, oui. Et c'est vrai que quand on a fait notre formation justement sur les essais cliniques, donc on allait sur le site que disait Yoram sur Clinical Trial. C'est vrai que c'est compliqué, on a vu. Hein, donc c'est pour ça aussi qu'on avait donné des tablettes à tout le monde pour essayer justement d'aller trouver. Mais effectivement, c'est hyper technique, en plus en anglais. Donc, et je pense que justement ce totem for me pourrait au moins déjà informer. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours étonné aussi de voir un peu comment travailler les unités de recherche clinique, c'est-à-dire que ben oui, moi j'aurais fait un référencement de tout ce qui existe, en tout cas d'essais cliniques dans les Mickey, pour savoir qui fait quoi, qu'on puisse savoir vers quel établissement justement s'orienter, celui qui est le plus proche de chez nous, et puis d'avoir un minimum d'informations justement sur ces essais. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on se déplace avec toi, Anne, dans les salons ou dans les colloques, je veux dire. Ben, c'est pour avoir un petit peu aussi de l'information et puis de pouvoir donner cette information aux malades qui n'ont pas forcément justement des colloques près de chez eux. Donc, on essaie de faire des petites vidéos pour qu'ils soient informés. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir ce choix de l'information. Yoram, sur le projet Totem. Donc, nous, très, très brièvement, historiquement, au GTED, on se rendait compte parce que on est très intéressé par la recherche clinique. Alors, Yoram, je t'aide parce que c'est important de dire… Ah, pardon, le groupe de GTED, le GTED est un groupe collaboratif de recherche clinique académique qui réunit plusieurs centres, plus de 50, francophones, c'est principalement en France, mais également, on a quelques centres en Belgique, un centre en Suisse, un centre aux Pays-Bas. Il faut rappeler que l'AFA soutient la recherche du GTED. L'AFA est vraiment un partenaire du GTED et depuis sa création, je pense, qui remonte à il y a plus de 30 ans, donc quasiment oui. Et Anne participe d'ailleurs assidûment, je dois dire, à toutes nos réunions qui sont, en tout cas pour le bureau, au minimum mensuel ou bimensuel. Donc c'est un groupe de recherche stratégique sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales qui est franchement une vitrine. Le monde entier essaye de nous copier, mais à ce jour, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? On a un secret. Je crois qu'il y a une vraie compétition amicale, des vraies relations humaines. Et quand on voit tous les essais cliniques, on voit que très souvent, la France est deuxième au monde après les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est parce qu'ils sont 10 fois plus nombreux. Enfin, pas 10 fois plus, mais à ce terme. Donc, on est vraiment, vraiment au-dessus. Et beaucoup grâce au GTED. Et en fait, pour améliorer le recrutement des patients, au GTED, on avait développé un outil qui s'appelait City Scout, qui est un outil qui permet à tout médecin, sans même connaître les essais cliniques, lorsqu'il est en face à face avec un patient qui, par exemple, est en poussée, il se pose la question de lui proposer, il répond à quelques questions, ça prend 1 ou 2 minutes, et si jamais il y a un matching, un appariement entre les caractéristiques du patient et de sa maladie au moment présent et un essai en cours de recrutement, il y a l'étude qui apparaît, on peut répondre à des questions et coordonner. Et finalement, cette application a bien marché puisque on a montré qu'on augmentait le recrutement, mais c'était le recrutement des patients dans les essais, ce qui était un objectif. Et en fait, depuis qu'on en avait parlé il y a quand même quelques années de cet outil, et je ne comprenais pas pourquoi Anne me harcelait, mais au bon sens du terme, en disant mais il faut quelque chose pour les patients. En fait, je dois reconnaître, mais à coup de pas, que je n'étais pas très conscient de ça. Et en fait, l'idée était que tout patient en France métropolitaine puisse avoir accès aux essais cliniques. C'est pour ça qu'ensemble, on a réfléchi. Et donc, ça met quand même du temps, ces projets, à voir le jour. Mais on a eu déjà de multiples réunions de travail, encore une ce matin, pour avancer dans le projet. Mais l'objectif est de permettre à tout patient de savoir si ses caractéristiques sont compatibles avec un essai en phase de recrutement et avec un système de géolocalisation, d'essayer de pouvoir l'adresser à un centre qui pratique cette recherche. Et donc, ça paraît simple comme ça, mais ensuite, ça soulève beaucoup de questions. Donc, initialement, on voulait quelque chose de 100% digital, mais ça paraît beaucoup trop compliqué. Donc, ça va être initialement quelque chose avec quelques questions génériques sur les caractéristiques de la maladie, voir s'il y a des essais en cours et qu'ensuite, il y ait une coordinatrice d'essais cliniques justement du GTED et qui pourra discuter avec le patient. Il y a des essais industriels, c'est avec les nouvelles molécules. Il y a des essais stratégiques, c'est souvent avec les molécules en cours, avec différentes façons de les utiliser. Essayer de voir avec le patient là où les meilleures études et leur permettre d'accéder au centre.
Donc, l'idée, c'est vraiment donner à tous les patients la possibilité de façon personnalisée, en fonction vraiment de leur situation, de savoir s'il y a des essais qui leur correspondent. Alors, souvent, ces études, c'est chez des patients qui sont poussés de la maladie, hein, qui ne vont pas très bien. Quand tout va pour le mieux, le traitement est bien toléré, on ne va pas aller dans un essai. Mais c'est quand on est dans une situation où il y a quelque chose à faire pour changer peut-être l'histoire de la maladie et mieux contrôler, la question se pose. Et donc, cette application Total For Me, je disais, devrait, on l'espère, voir le jour d'ici mai-juin, quoi. En tout cas, pour les premières phases, quoi. Premières études. Oui, alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que cette application en plus a été travaillée avec des patients, hein, puisque à la FA, on a travaillé en effet avec un focus groupe de patients qui nous ont aidés en fait à mieux comprendre finalement le parcours d'un patient dans la recherche clinique. Donc, c'est important en effet de pouvoir travailler avec des nouveaux outils. Bon, en fait, pour tout vous dire, il y a énormément de questions. Je ne pensais pas que ça susciterait autant d'intérêt et donc ça veut dire qu'on a raison de faire ce type d'outils pour les patients. Et il y a bien sûr plein de questions à nouveau sur l'innovation, qu'est-ce qui est plus innovant, quels sont les pays les plus innovants en termes d'essais, etc. Mais bon, je pense que honnêtement, on a fait un grand tour de la question. On pourrait reparler aussi des résultats de la recherche, hein, des recherches cliniques, c'est important. Et c'est aussi pour ça, avec Eric, effectivement, qu'on va dans les congrès pour pouvoir avoir accès aux résultats de ces recherches cliniques, parce que ces résultats intéressent aussi bien les patients qui ont participé que les patients qui n'y ont pas participé, mais qui font avancer la recherche. Vous dire aussi que c'est important, en fait, de soutenir la recherche d'une façon générale. De soutenir la recherche, de la soutenir avec nous, hein, avec l'AFA, donc, et de soutenir la recherche clinique comme la recherche académique ou fondamentale. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, Yoram? J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui… Non, j'ai vu effectivement, il y a tout un flot de questions auxquelles je peux répondre très vite en oui, non, en 2 minutes, je pense. Hein. Mais il y en a beaucoup pour que les personnes ne restent pas, je ne sais pas. Vas-y. Si tu veux. Donc, que peut-on faire en tant que patient pour aider la recherche dans les MICI à progresser? Financement dans la durée, je pense que pour aider, non, je pense que ce que l'AFA fait, organiser des débats, des discussions pour dédiaboliser la recherche clinique. La recherche clinique, pour moi, c'est vraiment une chance. C'est une chance pour les patients, avant tout, parce que c'est l'accès aux molécules innovantes. C'est une chance pour les médecins. Moi, je sais que quand on est venu à Beaujon en 2006, ça a été quelque chose qui a fait venir des patients de loin et qui a beaucoup contribué à la renommée du centre. Et qu'un centre tertiaire qui prend en charge des patients complexes, difficiles, réfractaires, se doit de proposer la recherche clinique. Donc, si on en parle, si les patients en parlent aux médecins, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour côté patient. Pour faire un don à l'association, ça c'est à l'AFA. Ensuite, en cas d'aggravation de la maladie lors de l'essai clinique, le patient quitte l'essai, est-il suivi psychologiquement? En fait, à la fin de l'essai, nous, on est en train de travailler sur un parcours patient-recherche, mais en fait, à la fin de l'essai, le patient doit toujours être réadressé à son médecin qui reprend le contact. Après, des fois, on le suit en parallèle, hein, c'est-à-dire on peut parfois participer, mais on reprend le contact et c'est le médecin qui va prendre en charge cet aspect. Est-ce qu'il y a des essais en neurosciences pour la qualité de vie patient dans les essais cliniques? Oui, bien sûr, mais il y en a beaucoup dans les MICI et beaucoup notamment avec l'AFA, où la qualité de vie, le fardeau de la maladie, on essaie de le peser et tout ça, c'est quelque chose de vraiment étudié pour lesquels c'est ce qui a permis d'avancer, de considérer que parfois ça pouvait être un handicap et de le mesurer de façon quantitative et comme ça d'évaluer des traitements, voir s'ils diminuent le handicap de la maladie. C'est très important parce qu'on est beaucoup plus exigeant. On n'a pas discuté qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans les essais cliniques avec les nouvelles molécules. On cherche vraiment à obtenir la rémission profonde, souvent la cicatrisation complète, la disparition des lésions et aussi de maintenir cet état. Donc, c'est pour ça que c'est quand même, quand ça marche, ce n'est pas pour une courte période, mais c'est beaucoup plus long. Quels sont les essais en cours pour la maladie de Crohn? Je dirais il y en a une vingtaine en cours, mais on ne peut pas les détailler tous. Mais dans les centres hospitaliers, hospitalo-universitaires, on peut trouver en général. Alors, il y a une question sur les contre-indications potentielles au traitement. Elles sont liées à chaque molécule et à chaque étude. Il y en a qui sont les mêmes pour toutes, mais une allergie sévère ou autre, c'est généralement pas une contre-indication. C'est une allergie si on a déjà reçu le traitement.
La durée moyenne des essais, je dirais qu'elle est entre 6 et 12 mois pour l'étude en aveugle. Et ensuite, si la molécule est donnée en ouvert, c'est-à-dire on a le vrai traitement, ça peut durer plusieurs années. Les essais de la société Abivax, là c'est en particulier, il n'y a plus de recrutement parce qu'ils ont terminé leur recrutement. Donc c'est une molécule très prometteuse dans la rectocolite hémorragique, mais aussi dans d'autres maladies. Et il va y avoir une phase 3 bientôt. Voilà, on n'a pas encore les résultats. Les premiers étaient très prometteurs. Y a-t-il une limite d'âge? Ça dépend des études. Il y a certaines études qui limitent à 75 ans, d'autres à 80 ans. La plus grande limite pour participer à une étude, c'est d'avoir des comorbidités sévères, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale sévère. Hein. Si un essai clinique est performant et pertinent, comment gère-t-on la déception des patients qui ont eu le placebo? Je crois qu'on en a pas mal parlé déjà. Hein. On en a parlé. Les essais avec le principe de l'ARN messager, pas dans les Mickey, à ma connaissance. Il y en a en immunothérapie dans les cancers et c'est comme ça que ça a donné naissance aux vaccins dont on ne fait que parler en ce moment. Les levées de fonds, est-ce que ça veut dire qu'ils sont prometteurs? C'est Chantal. Merci Chantal. Eh bien, oui et non, hein, parce qu'il y a des fois des fonds énormes qui sont mis et c'est un couac, hein, c'est plutôt les espoirs qu'on met. Entérum, c'est le microbiote intestinal. Voilà, on ne sait pas. Abivax, c'est vrai que ça a le vent en poupe. Au pire, 3 mois de placebo, on en a parlé, c'est vrai, c'est à peu près ça. Ensuite, on peut avoir en général le traitement en ouvert. L'ATU, c'est l'autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire qu'avant qu'un médicament n'ait l'AMM, dans certaines conditions extrêmement strictes, il est très rare qu'on y arrive, qu'on ait accès, on peut avoir le médicament pour une période de quelques mois, c'est très très difficile. On l'avait eu pour le tofacitinib, pour le vedolizumab, mais ça devient de plus en plus difficile. Et l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Mais quand on a l'AMM, ça ne veut pas dire qu'on peut tout de suite le prescrire, parce qu'ensuite, il y a des discussions au niveau de chaque pays pour le remboursement, et ça met souvent 12, 18 mois, voire plus, entre l'AMM et le remboursement. Et le remboursement, ce n'est pas forcément toujours dans les indications de l'AMM. C'est-à-dire, on peut donner différents traitements biologiques. Là, ils ont l'AMM en première ligne, mais dans certains pays comme la France, il faut d'abord passer par un certain type de traitement avant de les avoir. Quand on est en rémission, sommes-nous… On peut, il y a des essais cliniques chez des patients en rémission, mais c'est plutôt des essais d'arrêt de traitement. Ce n'est pas des essais avec l'industrie, c'est des études académiques. Dans le documentaire, bon, on a parlé du placebo. Le futur… On a pas mal de questions. Il va falloir quand même qu'on arrête. Il est 19h20. Ouais. On a pratiquement fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des questions, d'après ce que je vois. Je voudrais simplement souligner que si vous avez, alors si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez le voir sur la web TV de l'AFA. Il y a aussi des essais cliniques que l'on peut aussi voir sur le site de l'AFA, mais je vous invite vraiment à aller regarder le site clinicaltrial.gov, qui est en fait un site qui réellement peut vous indiquer les différentes possibilités d'essais cliniques. Mais je pense que l'avenir, c'est probablement effectivement cette application Totem for Me. Eric, encore un dernier mot pour un dernier message ou… Ouais, non, moi j'insiste vraiment sur cette information. C'est n'hésitez pas, hein, vous avez la plateforme Wikiconnect. On a fait un module justement sur les essais cliniques. Donc là, le film a été coupé donc en plusieurs petites parties justement pour pas revisualiser tout le film. À savoir aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez retrouver aussi en e-accompagnement, hein? On a lancé du e-accompagnement, donc ça veut dire aussi, pourquoi pas faire une information sur les essais cliniques pour ceux qui seraient intéressés, pour avoir déjà un minimum d'informations. Donc voilà, en tout cas, l'AFA reste à votre disposition si la nécessité est là. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous, participants, d'avoir été aussi intéressés avec beaucoup d'interactions. Un très, très grand merci pour être là, pour être ici et avec nous. Et je vous dis à très, très bientôt pour un direct de l'AFA très bientôt. Vous aurez bien entendu de nos nouvelles et vous pouvez aussi regarder maintenant, à partir de maintenant,
ce rendez-vous en podcast ou en replay. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très, très bientôt. Merci. Bonsoir.